Bonjour François, merci de m'accorder cet entretien dans le cadre de l'inauguration de la Maison pour la Science en Alsace au service des professeurs. Donc malheureusement tu es retenu à Paris pour le jour de l'inauguration et tu as accepté de faire cette interview à distance et j'en te remercie. On va donc passer un peu en revue quelques questions que j'avais à te poser sur la relation entre le monde de l'enseignant et le monde du chercheur et voir quelle rencontre on peut penser entre ces deux mondes, quelle forme innovante on pourrait imaginer de rencontre. Pour toi, quelles sont les surprises auxquelles on peut s'attendre dans ce type de rencontre? Disons qu'au départ, c'est quand même deux mondes qui sont relativement étanches l'un à l'autre. Et en fait, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Et on apprend les uns des autres énormément de choses. Et donc on peut arriver à co-construire entre chercheurs et enseignants des projets réellement novateurs. Ce qu'on a fait avec Ange Ansour, qui était une enseignante de primaire dans une ZEP éclair à Bagneux, c'était de se demander si les enfants pouvaient devenir chercheurs. On avait deux sources d'inspiration. La première, c'est des travaux qui ont été faits par des chercheurs à Berkeley, dont Alison Gopnik, qui a montré en fait qu'on est tous nés chercheurs. Donc les enfants sont nés chercheurs, les enseignants sont nés chercheurs, tous les citoyens sont nés chercheurs. Et la deuxième constatation, c'est qu'en fait les plus jeunes auteurs de publications scientifiques, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, ont 8 ans. On a montré que les enfants avaient une curiosité pour des questions de recherche extrêmement forte. En fait, les enfants sont naturellement avides de questions. Ils sont naturellement curieux du monde et ils demandent qu'une chose, c'est de trouver des manières de répondre à leurs questions. D'abord, ils se sont interrogés sur le questionnement lui-même. Ils se sont demandé si c'était bien ou pas, si la curiosité était un vilain défaut, ou si on avait le droit de se poser des questions. Ils se sont rendus compte que, après en avoir discuté entre eux, que si les chercheurs se posaient des questions, il n'y a pas de raison qu'eux ne se posent pas des questions, puisqu'ils étaient des jeunes chercheurs, des apprentis chercheurs, ou ce qu'on a appelé des saventuriers. Avec Ange, on les avait mis en contact avec des chercheurs qui travaillaient sur les fourmis. Les enfants ont toujours été fascinés pour les fourmis, donc en fait, dans le fond de la classe d'Ange, il y avait une fourmilière, qui était une fourmilière venant directement d'un laboratoire de recherche, et donc sur lequel les chercheurs connaissaient beaucoup de choses. Et donc, quand les enfants avaient des questions, ils ont d'abord été sur le web, puis ils ont posé des questions aux chercheurs, et progressivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait des questions qu'ils se posaient, dont la réponse n'était ni sur le web, ni dans le cerveau des chercheurs, et que la seule manière de répondre, c'était de faire une expérience. Et à partir de là, ils ont commencé à faire des expériences, et ils ont commencé à découvrir des choses qui n'avaient pas été observées jusque-là. Est-ce que de ton côté, tu vois comment est-ce qu'on peut travailler la posture de l'enseignant là-dedans? Alors fondamentalement, l'enseignant a un rôle essentiel, c'est un rôle de médiateur. C'est lui qui va aider les enfants à savoir ce que c'est que le questionnement, à savoir comment ils peuvent formuler leurs questions, et c'est lui qui va utiliser cette curiosité des enfants pour le remettre dans un contexte scolaire égal. Donc par exemple, ce que Ange a fait remarquablement bien, c'était de leur dire, écoutez, ce qu'il faut, c'est que vous écriviez toutes les idées que vous avez. Donc en fait, chaque enfant avait son cahier de chercheur. Donc ça, ils étaient super contents, et c'était un cahier qui n'était pas noté, qui était vraiment pour eux, et s'ils le souhaitaient, ils pouvaient le donner à la maîtresse, mais c'était seulement s'ils le souhaitaient. Résultat, ils se sentaient très libres, ils ont écrit, ils ont dessiné, ils ont fait plein de choses dans ce cahier, et puis ensuite, ils partageaient un document de type Google Doc en ligne, et ils écrivaient ce qu'ils pensaient, mais collectivement. Et là, ils pouvaient s'auto-corriger les uns les autres, et donc il y avait cette idée de co-construction d'un texte commun. Une fois par mois, à peu près, ils écrivaient un courrier électronique aux chercheurs. Et là, il fallait faire attention à comment on écrit, à quelles sont les questions qu'on se pose, pourquoi on se les pose, de bien justifier son raisonnement. Et par contre, tous les jours, ils pouvaient tweeter. Et donc, en fait, Ange les a fait écrire énormément, et selon ces différents formats. Ils ont analysé des cahiers de chercheurs adultes, ils ont comparé avec leurs cahiers de chercheurs, ils se sont rendus compte que les démarches pouvaient être en fait très proches. Ils ont aussi écrit des poèmes sur les fourmis, des chansons sur les fourmis. Donc en fait, toutes les disciplines ont contribué à l'engouement des enfants pour ce questionnement. Il y a une éthique du chercheur, il y a une éthique du partage des connaissances, une éthique de la coopération, une éthique du questionnement, une éthique d'éviter les dogmes, qui sont typiquement des valeurs qu'on peut retrouver dans une classe, qui sont aussi les valeurs de la République, quelque part la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est des valeurs auxquelles les chercheurs adhèrent. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que la République et la démarche scientifique sont nées des Lumières assez fondamentalement. La capacité à se questionner et à comprendre les manières les plus rigoureuses d'apporter des débuts de réponse aux questions qu'on peut se poser en tant que citoyen, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a besoin d'être compris par tous. Probablement que peu de ces enfants deviendront chercheurs.
Déjà, le simple fait qu'il y ait une plus forte probabilité aujourd'hui qu'hier qu'ils deviennent chercheurs, c'est déjà très important, mais c'est évidemment pas un but en soi. Tous les enfants de France ne vont pas devenir des chercheurs. Comment tu aurais envie de transmettre, toi, l'enthousiasme qui t'anime pour les sciences? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Ange, en sourd, l'enseignant dont je parlais jusqu'à maintenant, n'est pas du tout une scientifique. D'accord. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être un ou une scientifique pour rentrer dans ce genre de projet. Bien au contraire. En fait, si les enfants se rendent compte que la maîtresse, en l'occurrence, ne sait pas, ils se disent « Ah, mais et qu'elle leur dit que c'est une bonne question et qu'ensemble, on va chercher une réponse », c'est extrêmement stimulant pour l'enfant. On peut avoir tendance à ne pas vouloir dire « je ne sais pas » quand un enfant pose une question. Et en fait, personne ne sait tout. Je veux dire, à partir du moment où on admet que personne ne sait tout, hein, je veux dire, on le sait au moins depuis Socrate, donc c'est vraiment au cœur de la tradition pédagogique, on a besoin de co-construire des réponses. Donc en fait, l'enseignant doit accompagner la démarche, et en fait, l'enseignant, lui, il sait ce que c'est que le questionnement, il sait ce que c'est que l'esprit critique, il sait ce que c'est que la synthèse, il sait ce que c'est que écrire un texte correctement, il sait ce que c'est qu'une hypothèse, il sait ce que c'est que éventuellement la tester. Mais il ne connaît pas forcément la réponse à toutes les questions. Donc en fait, c'est plus facile d'emmener des enfants dans une démarche de recherche que de les emmener dans une démarche scientifique dont on connaîtrait la réponse. S'ils sont sur une démarche de recherche, ils disent aux enfants, bah, écoutez, on ne sait pas, et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. Ce qui est intéressant, c'est la démarche qui nous permet de générer les réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le XVIIIe siècle, le savoir scientifique a été multiplié par 100 tous les 100 ans. Ça veut dire qu'il y a 1 million de fois plus de publications scientifiques aujourd'hui qu'il y a 300 ans. Donc clairement, personne ne peut tout savoir. Une autre manière de le dire, c'est de mesurer le savoir en nombre de pourquoi. D'accord ? Si tu prends une question d'enfant du genre « pourquoi l'eau ça mouille ?», si tu es capable de répondre à la question, c'est que déjà tu es très bonne en physique. Mais si tu n'es pas capable de... Si tu lui donnes une réponse de physicien à cette question, s'il te pose un autre pourquoi, généralement, plus personne ne sait répondre. D'accord ? Donc il y a des domaines où il y a plus ou moins de nombre de pourquoi pour arriver aux limites du savoir, mais en fait, c'est très rapide. Est-ce que toi, tu vois des modifications très concrètes de nos manières d'apprendre à l'école dues au numérique ? Un des avantages du numérique sur lesquels on essaie de travailler en ce moment, c'est ce qu'on appelle les MOOC, les Massive Online Open Courses, donc les cours en ligne. Et en fait, on peut faire des cours en ligne pour former les enseignants à ce type de démarche. Et on peut faire des cours en ligne pour former les enfants à ce type de démarche. Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à un projet comme celui de la Maison pour la Science ? Écoute, beaucoup de succès, mais surtout beaucoup de surprises. C'est-à-dire, si dans quelques années vous avez fait des choses que vous n'êtes pas capable de prédire aujourd'hui, c'est que vous aurez réussi pour moi. La France est un grand pays qui représente 1% de l'humanité. Si on représente 1% des innovations, c'est qu'on fait bien notre boulot. Donc ça veut dire qu'il y a 99% des innovations dont on peut s'inspirer à l'étranger. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut essayer de faire. On vient d'avoir une chaire de l'UNESCO sur les sciences de l'apprendre. Et on sera ravis de faire venir ici tout un tas d'innovateurs du monde entier, et évidemment de discuter avec vous et de réfléchir à quelle synergie on peut avoir. Si certaines de ces innovations peuvent avoir du sens pour vous, on sera ravis de contribuer à vous aider à les monter. Et une partie de ce qu'on monte à Paris, évidemment, le faire rentrer dans un réseau d'échange de bonnes pratiques. Je te remercie d'avoir été présent, même à distance, pour cet événement marquant de la vie de la maison. Bravo et bonne chance. Et puis je suis content que Reina puisse être parmi vous parce qu'elle pourra répondre à plein de questions. Et on a monté un projet sur Paris qu'elle est en train de co-animer qui expliquera comment on peut changer d'échelle. Et je suis sûr qu'il y aura plein d'opportunités à développer en Alsace. À bientôt.